On a le grand honneur, le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Alessandro Zina à notre séminaire. Alessandro Zina est professeur enseignant-type à l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès et membre statutaire de l'équipe Project de l'Université de Nîmes. Une équipe qui développe des programmes de recherche projet en design dans le domaine de l'innovation sociale. Il est spécialiste de la théorie hegelienne du langage et de la théorie sémiotique grémassienne. Il a été cofondateur de la Fédération romane de sémiotique et directeur, et toujours des colloques à vie pendant des années, colloques qui ont abordé des questions d'actualité telles que l'environnement et les différentes formes de vie tout vivant. Ces deux ouvrages principaux sont Elementi di semiotica generativa, éléments de sémiotique générative, publié en 1991, publié à Bologne, écrit en collaboration avec Francesco Masciani, un livre inoubliable, je dois dire, que tout étudiant italien a lu. Il s'agit d'un manuel très approfondi sur la sémiotique hegelienne et grémassienne sur le problème de l'immanence. Le second ouvrage personnel que je tiens à rappeler se focalise sur la question des objets d'écriture et a pour titre Interfacce degli oggetti di scrittura, teoria del linguaggio ipertexte, des interfaces des objets d'écriture, théorie du langage hypertexte, publié en 2004 par Melteni. Dans ce livre, Alessandro s'attache à deux questions théoriques importantes, la textualité et les objets, et avance le concept d'objet écriture. Il montre la manière dont le point de vue des interfaces permet de repenser notre l'épreuve la théorie sémiotique. Il a aussi longtemps travaillé également sur les images, notamment sur les peintures de Bacon, de Francis Bacon, et sur l'organisation des images en collection série corpus, ainsi que sur très ravi d'avoir avec nous aujourd'hui. Je te passe un ordinateur. Je fais comme ça et on ouvrira. Alors, on prend le PDF, on l'ouvre, comme ça. Vous voyez bien de chez vous? Non, parce qu'il n'a pas encore chargé peut-être. Marion? Marion? Moi, c'est tableau blanc. Écran blanc. Pardon? Écran blanc. L'écran est blanc. Oui, je pense que ça doit encore c'est chargé. Pas d'écran partagé. Oh, maintenant vous voyez. Oui, on voit. Oui, c'est très on voit beau. bien. C'est très joli. On parlait que je n'avais pas et par là, c'était ceux qui avaient beaucoup. Alors, merci pour cette invitation. Bien, toujours avec le président j'ai fréquenté la plupart de gens qui ont 40 ans. Et malgré les absences pendant des séances qui sont déroulées, j'ai eu la possibilité de suivre la plupart de ces interventions, pas
toutes les interventions, je dois synthétiser, et je n'ai pas pris ces interventions. D'habitude, intervenir dans la dernière séance selon les désavantages et les désavantages. L'avantage, c'est que tout a été dit, on pourrait presque se faire. L'avantage, c'est en revanche qu'on peut commencer à réfléchir à partir de ce qui a été dit et bien essayer de faire avancer un peu cette réflexion. Alors, il s'agit de la problématique de l'intelligence artificielle. Et comme a déjà annoncé Maria-Jo, et rapidement, je vais travailler sur la question des interfaces. Et vous allez voir que j'essaierai de coordonner ce point en imaginant que les intelligences artificielles sont des évolutions de la forme de consultation des données et des l'élaboration. Donc, il s'insère dans ce sort ce que j'appelle une archéologie des interfaces. Alors, j'essaie d'abord de prendre au sérieux l'argumentaire qui a été produit pour présenter et orienter les interventions de cette année, et j'essaie de sélectionner les 5 questions qui me semblent les questions primaires de cette abstract. Et il m'a dit que je vais vous je parle. Est-ce que vous avez des solutions pour ça? Oui. C'est là. Okay. Alors, la première question que je vais dire, c'est que la similitude que face à ces transformations et à ces innovations successives qui s'accumulent, souvent c'est stratifié et c'est succèdent très rapidement. La deuxième est comment l'IA générative, l'IA des big data, transforme notre manière de prononcer, d'agir et de penser. La troisième est réfléchir à l'analyse de la créativité aux instances énonçantes machines, en personnel, quasi personnel. On va voir s'il y a d'autres subventions posées. Et enfin, préparation à ces échanges. Alors, le point de départ, pour moi, c'est la question que vous pouvez prendre, comment saisir un phénomène qui est en train de se produire. Vous savez que cette hypothèse, pour le phénomène de structure, était que la linguistique est rétrospective, une diachronie rétrospective, parce qu'on attend que les changements afin de pouvoir décrire le changement. Alors, dans ce phénomène, nous nous trouvons en cours de changement. Et évidemment, nous n'avons pas la vision des résultats de ce que ça va donner à la fin de ce changement. Donc, on pourrait dire que la seule attitude possible est celle que toujours Saussure appelait prospective, c'est-à-dire essayer de voir les changements au fur et à mesure qu'ils se réalisent. Or, l'approche archéologique que j'essaye de poursuivre régulièrement essaye de saisir un phénomène en regardant les lignes de force qui le caractérisent tout au long de cette transformation. Je tiens cette définition, c'est-à-dire la généalogie d'un phénomène, on peut essayer de la saisir à partir du fait qu'on compare les différents diachronies dans les différents lieux, et donc en réalité on travaille en panchronie afin de voir quelles sont les lignes de force qui se dégagent de ce phénomène. D'autre part, la montée en puissance et l'évolution des IA qui se suivent depuis fin 2022 rend vertigineuse l'idée même de faire le point et fixer la situation actuelle, l'état actuel de l'avancée des intelligences artificielles. Je rappelle qu'il vient de sortir ChatGPT 0, mais dans une conférence OpenAI qui se trouve à Paris, annonce la sortie de la version 5 avant la fin de l'année. Vous savez que les technologies, d'habitude, ceux qui font le marketing des technologies, ils essayent de produire d'abord des modèles à l'avance et les sortir un peu plus tard. Vous savez que l'iPhone 5 est sorti, il existe déjà le 6 et le 7. Donc, à quel point sommes-nous avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a une stratégie dans la manière dans laquelle nous avons accès au fur et à mesure à cette avancée? Alors, je rappelle aussi que récemment, on a sorti Sora, qui est un logiciel qui sert à l'animation vidéo, qui peut inventer entièrement des vidéos, des animations, et donc vous imaginez la puissance de ce produit qui peut accueillir ces machines. Alors, le point focal qui donne le titre à cette intervention, c'est intelligence collective et intelligence artificielle. Voilà, plusieurs reprises au début des années 90, Pierre Lévy avait donné des définitions plutôt saisissantes de l'intelligence collective.
Il s'agissait de ce réseau d'intelligence individuelle qui, une fois connecté enfin, devient la réalisation la plus proche de la noosphère, un concept introduit par Vernadsky dans les années 2000, les années d'avant. Or, la noosphère est cette couche, cette pellicule qui se forme par les intelligences individuelles qui la constituent, et dans l'idée de Pierre Lévy, en réalité, c'est la singularité de chaque intelligence qui contribue et qui participe à créer cette intelligence collective. C'est-à-dire la valorisation des individus qui participent, c'est exactement les savoirs, le savoir-faire spécifique à chaque individu qui est aussi valorisé par sa compétence scientifique à la fois pragmatique et cognitive. Or, ces formes d'intelligence, ce qu'appelle humaine ou artificielle, prennent comme temps au départ des évolutions successives de celle que toujours Vernadsky appelait la technosphère. Donc, noosphère sur la base d'une technosphère. Il est facile de constater que la technosphère supportant l'utopie de l'intelligence collective était à ce moment le jeu ouvert. De fait, cette intelligence était pensée sur la base des connexions hypertextuelles introduites sur Internet au début des années 90. Vous savez que l'hypertextualité commence avec l'école en 86, dans son niveau, avec Hypercard, et ensuite l'alliance avec Internet est d'origine aux premières méthodes de recherche mosaïques, par exemple, qui sont là pour créer exactement des réseaux avec les autres. Une trentaine d'années plus tard, l'évolution vers le modèle d'intelligence artificielle pourrait supplanter les moteurs de recherche. Attention à ce passage. Il vient de sortir Perplexity, qui est une intelligence artificielle qui fait des recherches exactement comme Google. Sauf qu'elle vous invite de devoir faire avec toute la publicité, avec toute la suite de liens inutiles que vous voyez dans Google, et vous rentrez directement dans les informations qui vous concernent. Donc, Perplexity commencera à prendre ces recherches, et connecté à Perplexity, il y a la possibilité de consulter les autres intelligences artificielles. C'est une sorte de méta-intelligence qui s'appuie sur les intelligences existantes et qui peut former des contenus assez peu. Alors, une des questions qui se pose, c'est exactement ces intelligences humaines qui commencent à être écrasées par l'intelligence générative. Parce que sur le fond, nous passons d'une intelligence distribuée, c'était le modèle, disons, du web, à une intelligence centralisée. Nous allons en parler de plus en plus, parce qu'il est fort probable que ces connexions avec l'intelligence artificielle, nous les ferons à partir de notre machine, où sera installée une intelligence artificielle, et donc la communication, ce sera intelligence artificielle consultation, avec un échange, disons, vers l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence des IA de dernière génération, l'intelligence générale ou générative, je m'en servirai comme des synonymes à cette occasion, c'est que nous entrevoyons un système de chatbots. Attention, ce sont tout simplement des simulations. Rien de l'intelligence artificielle, c'est bien autre chose. On a fait un algorithme pour faire un chat de conversation. Mais la machine derrière, ce sont toutes les recherches dans les large language models qui sont derrière et qui, d'ailleurs, très tôt dans les analyses. Nous voyons avec une sorte de mise en avant verticale de ceux qui ont intéressé pendant les dernières 12 ans. Et on va se poser des questions sur la politique de ce lancement. Vous savez qu'on a lancé l'IA, et 6 mois après, Altman nous dit qu'il y a des dangers liés à l'IA. Ça se fait comment? Vous avez sorti il y a 6 mois. Il y a des dangers. La manière dans laquelle les informations arrivent et la diffusion de l'IA arrive laisse quand même quelques perplexités. Alors, il se pose alors la question de la relation de ces intelligences artificielles, à savoir collectif, car les énoncés textuels, en plus en général sémiotiques qui sont élaborés, présupposent un savoir humain stratifié par les données, dont ils se nourrissent grâce à toutes sortes de recherches scientifiques ou simplement
par nos informations accumulées pendant des décennies et des siècles dans nos réseaux Internet et dans nos bibliothèques. Alors, cette intervention se veut en plein dialogue avec les autres interventions avec les interventions que j'ai souhaitées sur le. Merci d'ailleurs de sur YouTube. Et Peter Stoppinger, dans son intervention, a bien porté l'attention sur le fait que les résultats obtenus par les algorithmes sont strictement en relation avec la quantité de la qualité des données et les classements de ces données. C'est évidemment la IA a classé l'information qu'elle reçoit. À son tour, Jacques Fontanier a posé la question des auteurs de cette énonciation et derrière la cause apportée par l'IA, il y a probablement personne. Sauf en mettant faire allusion aux intérêts économiques et politiques qui peuvent s'entrevoir dans ces énonciations des intelligences artificielles. Ma position est précise de façon, le plan de l'expression de l'énonciation, lisez les contenus, attention à ce passage. Vous savez que l'énonciation, vous pouvez toujours la saisir qui a dit quoi, et donc vous pouvez et vous dites, monsieur tel a dit ça. Mais l'hypothèse de M. Guattari, dans l'enchaînement des énonciations collectives, c'est qu'en réalité, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est la réalisation d'un contenu qui s'appuie sur l'énonciation singulière. Et donc, par le fait que chacun ajoute un mot, à cette collaboration, il met de la pensée qui n'est plus une pensée individuelle, mais plutôt une pensée collective. À la question donc qui parle dans l'IA, on pourrait répondre que c'est les savoirs moyens collectés, d'abord sélectionnés et puis classés, qui se manifestent. Plutôt qu'une énonciation très subjective, c'est l'hypothèse un peu Deleuze et Guattari, il y a quelque chose de très subjectif là. Il s'agit d'une énonciation que j'ai qualifiée de post-subjective, car elle est le résultat de la moyenne des autres énonciations qui ont eu lieu avant. Ensuite, nous considérons les entraînements qui sont propres de l'intelligence collective par rapport à ceux qui sont propres de l'intelligence artificielle, force est de constater que les premiers de ces agencements se rapprochent de la jonction syntagmatique, c'est-à-dire celle que, selon Deleuze et Guattari, c'est un agencement d'énonciation. Car la nouvelle pensée est produite par l'agencement des parties de réflexion manifestées par la parole des autres participants et réfléchis. En revanche, l'énonciation des liens révélerait de la comparaison et de la synthèse des syntagmes introduits comme données. C'est-à-dire la machine commence à mettre en paradigmatique l'ensemble des énoncés, et d'ailleurs, le plus souvent, ce sont des machines qui réalisent des extraordinaires synthèses de pensées complexes par la comparaison entre ces chaînes, disons, que j'ai considérées paradigmatiques. Les premières de ces dénonciations évoluent par isotopie sémantique, les secondes par distribution statistique. Nous y reviendrons, donc pour l'instant, j'insiste là. Il est facile d'imaginer qu'une fois atteinte la puissance de calcul ainsi que l'énergie nécessaire pour gérer les intelligences artificielles génératives, on saisira la profondeur historique des textes, des archives, des images et des audiovisuels, augmentant d'une façon exponentielle les données de départ. D'ailleurs, en ayant déjà éliminé la barrière des langues et celle des langages, d'une part grâce à la traduction automatique et de l'autre par le passage des modèles LLM, c'est-à-dire Large Language Model, vers le Large Multimodal Model, LMM. Le suivant sera celle de rassembler l'extension géographique et archéologique du savoir humain, de la valorisation des ressources en tant que compétences individuelles et l'intelligence collective, nous passons à celle que Stigler appelle la prolétarisation, par l'expropriation des savoirs et des savoir-faire qui seront assumés par l'intelligence artificielle. Vous savez que le phénomène de la prolétarisation, ce n'est pas d'être pauvre, mais d'être privé de la compétence qui nous caractérise en tant qu'individu apprécié en société, valorisé par ses compétences. Autrement dit, la perte du savoir en profit à faveur des savoirs et des compétences d'un machine numérique qui centralise ces savoirs.
Alors, une autre thématique qui m'est très chère est la question de l'intelligence artificielle et de ce que j'appellerais le design de la transmission. L'importance d'un design de la transmission a été mise en évidence par les anthropologues à partir de la pratique de classer les cultures selon les technologies employées pour adresser leurs connaissances aux générations à venir. Je rappelle qu'un séminaire il y a 100 ans qui s'est tenu ici était exactement une question de la transmission. Nous proposons de considérer ici l'intelligence artificielle comme une évolution du design de la transmission des connaissances. Ainsi, les anthropologues ont opposé les cultures des neurologies aux cultures de l'écriture, et plus récemment, ces cultures de l'écriture, comme nous le constatons, sont en train de tirer vers la culture de la transmission électrique. Ce passage au support numérique a déjà créé un déphasage dans la réversibilité naturelle entre écriture et lecture, puisque, comme l'observez d'ailleurs vous, la gravure électronique requiert une machine comportant une technologie hardware semblable à celle ayant permis la codification de départ, le même hardware, le même logiciel de système et la même application nécessaire pour parvenir à renverser les bras et donc rendre visible la suite des cultures numériques par 0,1. D'autre part, une nouvelle tendance semble s'imposer dans les cultures de la transmission électronique. L'avancée des YouTube, Instagram, dans la communication par Internet, dans le nombre d'enregistrements vidéo de cours encouragés et suivis par les administrations académiques, etc., sont déterminantes dans le design de la communication numérique qui privilégie la voie audiovisuelle plutôt que l'écriture lecture. De plus en plus, la manière dans laquelle nous mettons en connaissance des éléments ou des informations passe par l'addition sur YouTube, ces livres audiovisuels qui sont consacrés à la problématique, souvent très effet d'ailleurs, et bien reçus dans les guides. L'avancée des réglages de l'intelligence artificielle pose des problèmes plus généraux et changements majeurs à prévoir dans ce design de la production électronique. Nous savons que pendant des millénaires, ces savoirs ont été confiés à l'écriture des supports et par la suite aux autres technologies analogiques de conservation et consultation rapide des données, passant du livre au microfilm, car seulement dans les dernières 40 ans, ces enregistrements de données ont été homogénéisés sur la base des supports numériques. La notion de document électronique, le professeur Pinière qui avait travaillé sur la notion de document électronique, résume bien cette homogénéisation. Or, la récente introduction de ChatGPT 4.0 nous montre que la dynamique des échanges linguistiques pourrait redevenir orale. En 1999, Grossman avançait une prévision qui est en train de s'avérer pleinement ces derniers mois. Écrivait Grossman, un mouvement axé par la parole établie aux informations enregistrées, les ordinateurs parlants nous permettront enfin de remplacer toute la langue écrite par la langue parlée. Nous serons capables d'enregistrer et de récupérer l'information simplement en parlant, en écoutant et en regardant des graphiques, mais pas de texte. Avec ce pas de géant en avant vers le passé, nous sommes sur le point de créer une culture orale sur la base de technologies plus efficaces et plus fiables. Un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard, dans les colloques Virtual Text d'Amsterdam reprend en commande cette position dans son intervention l'avenir de l'écriture. Si, comme le prédit Grossman et les deux formes de conversion devaient être utilisées systématiquement, ce serait la fin de l'activité d'écriture et l'activité de lecture et donc du texte écrit. Les machines se serviraient d'un langage de machine pour encoder l'information nécessaire à la conversion de la parole et vers la parole. Ces encodages ne rassembleraient guère dans nos écrits et de toute façon ne seraient jamais vus ni lus par personne. Dans un scénario semblable, une dissymétrie s'introduirait entre les IA qui tireraient cette parole orale de l'écriture des textes et celle des humains qui relèveraient
vraiment de l'activité sans programmation préalable de programmation et en principe sans la précision nécessaire dans l'ordre qui est présente dans l'organisation. L'intelligence artificielle deviendrait alors le meilleur des orateurs car elle, malgré l'instantanéité de la réponse, n'improvise jamais. Plutôt, dans cette simulation de l'oralité, l'intelligence artificielle vocalise des textes écrits ou des exercices synthétisés au bon moment. Pouvant créer aussi des images et des audiovisuels, l'intelligence artificielle pourrait argumenter ses propos par l'invention d'images. D'ailleurs, Sora et les autres intelligences de traitement d'images, et l'image linéaire en particulier, ont déjà été introduites. Et donc, cette possibilité est tout à fait réelle. Inutile de donner la liste des manipulations de l'opinion publique, il est impossible, en particulier si nous pensons à la prochaine introduction des IA agents, c'est-à-dire des petits agents qui peuvent accomplir des tâches à notre place sans nécessairement de l'intelligence artificielle. Par exemple, pour animer ou entretenir une conversation sur un forum, ou pour écrire des articles à notre place. À la fin de cette intervention, nous essaierons d'apporter quelques réponses en avançant donc des hypothèses sur la direction et le rôle à venir des cultures fondées sur la transmission par l'intelligence artificielle générative, car au passage, cette transition pourrait bouleverser non seulement les opinions des usagers, mais aussi l'organisation sociale du travail. Nous avons organisé un colloque exactement sur le problème des intelligences artificielles connectées au travail de famille l'année dernière avec le cadre national. Et l'enregistrement de la recherche scientifique est oui, parce que quand vous avez des machines si puissantes, il est fort probable qu'une partie de la recherche scientifique passera directement aux intelligences artificielles. Et ça, c'est un peu paradoxal, parce que les gens qui travaillent en intelligence artificielle, fort probablement, ce sont les premiers qui sont acquis là. Parce que les machines, évidemment, arriveront sans auto-implémenter, sont plutôt plus puissantes aussi des humains. Attention, il y a aussi le problème de l'enseignement. Je crois que M. Attal a dit que les enfants de primaire peuvent être ciblés par des machines d'intelligence artificielle qui connaissent bien ceux qu'ils connaissent. Et que là, nous rentrons déjà dans la problématique de l'enseignement par l'intelligence artificielle. Je passe sur le problème de l'homogénéisation du savoir, parce que parler de l'aplatissement, etc. Et je passe aussi sur la question que la machine pourrait, elle, introduire des variations linguistiques ou se tenir un style de discours qui peut s'imposer par le fait que la machine continue à répéter et à échanger dans son langage plus ou moins stylisé, qui est donc de quelque manière la langue de la possibilité. Or, là, nous avons quelque chose qui dépasse les objets que nous avons vus parce que, dans ces cas-là, nous commençons à déléguer ce que d'habitude on appelle l'intelligence et donc le pouvoir de décision. Attention à ce passage aussi, parce que la question qui se posera, nous allons choisir, mais la machine, probablement, nous donnera des décisions et des alternatives de décisions dans lesquelles choisir. Donc, là aussi, évidemment, il y a quelques problèmes gérés par l'usage de l'IA. Et le dernier danger que nous pouvons trouver, c'est qu'il peut y avoir une parfaite reconstruction du simulacre de celui qui parle. Je vais l'introduire en rappelant que Pan a commencé ce séminaire exactement par la question des simulacres. Donc, quel est le simulacre de la machine et quel est le simulacre que Pierre-Denis et le simulacre que nous avons jamais vu. Alors, une petite digression, je crois que c'est David Compagne qui avait parlé du dos, et donc, dès que la machine est arrivée à dépasser le dos, on s'est dit, là, il y a tout à faire. Mais j'ai trouvé plus intéressant la partie de l'interaction avec Big Blue, de Kasparov, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 séances de chaque. Kasparov gagne la première fois, mais il perd la deuxième.
Et dans l'entrevue à Kasparov, il n'imaginait pas de pouvoir faire une machine. D'ailleurs, à un moment donné, il dit elle a accompli des tâches qui sont des tâches inventer quelque chose. Mais là, ajouté deux détails très intéressants. La machine connaissait tous les jeux que je joue à main. C'est-à-dire, elle avait une image de ce qu'est Kasparov en train de jouer. Et il ajoutait, moi, je n'avais aucune image de la machine. C'est-à-dire, je découvrais comment joue la machine en jouant. Vous voyez que ce problème, qui est le problème des simulacres de l'autre, intervient là aussi parce que les emboîtements que nous avons dans les échanges, dans les interactions avec les humains, ne se trouvent plus de l'autre part. Par exemple, Kasparov disait, quand je m'assois à jouer, l'autre sait que je suis Kasparov, c'est-à-dire le meilleur joueur de ces jeux. La machine s'affiche. C'est-à-dire il n'y a aucune différence en l'air de Kasparov. Alors, je voudrais maintenant aborder la question de la relation du modèle des questions-réponses. Vous savez qu'il y a actuellement des chatbots implémentés, attention, par l'intelligence artificielle, j'insiste. Le chatbot est organisé sur le modèle des questions-réponses. Donc, la réflexion sur les particularités de cet échange conversationnel est plus en général que l'interaction avec l'intelligence artificielle n'a pas encore, à mon avis, été approfondie pour le modèle. D'abord, nous savons que les intelligences artificielles dans les niches sont en phase de développement avancé, je parlais avant, d'utiliser le monde. La stimulation de la conversation étant la dernière pour parvenir à l'échange homme-machine et réalisant de quelque part le mythe fondateur de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la simulation totale de la machine derrière ces échanges. Or, nous pouvons traiter ça comme une mythologie, mais en même temps, c'est une mythologie qui est réalisée. Vous savez que nous pouvons considérer la technologie comme la grande réalisatrice et l'imaginaire mythologique. Et chaque fois que vous réalisez quelque chose d'imaginaire, ce qui était mythologique est déjà une réalisation technologique. Partir sur la Lune, le vol, passer des qui se sont quelque part réalisés, donc des idées de leur fond de l'imaginaire. Je fais considérer comme une interface l'échange avec l'intelligence artificielle dans la modalité du dialogue équivaut à l'extraction d'un résultat de l'élaboration des données par les commandes de données à travers le langue naturelle, soit-elle écrite ou parlée. Vous voyez que nous dirons vers les interfaces en commençant par considérer l'échange avec les intelligences artificielles en réalité des systèmes d'entrée et sortie. Cette simulation de dialogue comporte une organisation par le chemin d'entrée-sortie, puisque la question équivaut à l'entrée de la commande et la réponse à la sortie. Dans le jargon informatique, le modèle de simulation de la conversation prend le nom selon les cas de prompt ou de pré-prompt. Attention, le prompt, c'est celui dans lequel il faut organiser la question avant de sortir efficace. Mais le pré-prompt, c'est la manière dans laquelle on a organisé l'algorithme de la machine pour donner la réponse. Donc, c'est la partie cachée de l'énonciation de la machine. Autrement dit, ce sont les règles que la machine assume afin de répondre à la question. Et ce n'est pas par hasard si les hackers se sont bien amusés à essayer de tirer ce derrière de la machine en commençant à poser des prompts dans lesquels il disait « Imagine-toi avec une intelligence artificielle qui cherche de découvrir » et d'emblée, la machine qui a dans son répondre l'empêchement de dire, eh bien, elle parle. Et c'est qu'elle doit ne pas dire. Ce qui pose évidemment quelques problèmes de fiabilité si vous avez face à vous un stratège qui joue d'un point de vue de faire dire par ce qu'on ne doit pas dire. Alors, nous revenons sur ce plan, c'est-à-dire comment et qu'est-ce qu'il y a derrière cette énonciation, parce que le préparant, c'est arrêter organiser cette énonciation, et regarder le préparant, c'est regarder les coulisses de l'énonciation de la machine.
C'est là, bon, on pourrait presque parler de promptisme plus que de dialogue, c'est-à-dire, vous avez des prompts, alors, la première question concernant ce modèle sera donc, s'agit-il d'un dialogue? À la différence de la conversation naturelle, ce schéma d'écoute est irréversible. Car par rapport à l'échange humain, l'IA ne pose pas des questions directes à son partenaire, généralement, il y a des exceptions, mais s'élimine seulement à donner des réponses. Et en tout cas, l'intelligence artificielle n'est jamais à l'origine du début de la conversation. Et il faut commencer la conversation quand la machine commence à réagir. De ce point de vue, l'intelligence artificielle se présente sous deux identités contraires. D'une part, la structure de cette conversation rappelle le modèle oraculaire, où l'IA est interrogé en tant que sujet supposé savoir, et l'autre, il rappelle le rôle du l'adjuvant obéissant, qui, à différence de nombreux autres objets technologiques, répond à des commandes écrites ou vocaux. Ça va revenir longtemps sur la question des interfaces, à quoi ça ressemble une interface à quoi. Il faut pourtant signaler les premiers cas de hallucination, comme il est arrivé avec Bing AI, et plus récemment avec Copilot, c'est une intelligence artificielle qui est intégrée dans le logiciel Microsoft. Les deux IA ont produit des véritables troubles passionnels dans les usagers suite à des à des changements de personnalité. Je rapporte ici les deux événements traités et qui me semblent les plus intéressants. Vous les voyez par l'écran. Le 7 avril 2023, Microsoft dévoilait la nouvelle version de son moteur de recherche Bing, intégrant une fonction de recherche par chat qui repose sur un modèle d'OpenAI de nouvelle génération et donc avec plus puissant que celui de ChatGPT, la première version. À 48 heures, plus d'1 million de personnes avaient testé ce nouvel outil. Mais les premiers retours n'ont pas été très positifs. Certains ont signalé des réponses incorrectes et grossières, ainsi que plusieurs bugs. L'IA s'est montré par ailleurs très hostile envers certains utilisateurs. Von Hagen était un stagiaire de Tesla qui avait révélé sur Twitter certains des règles des commandes internes du chatbot. Ce qui a vraisemblablement beaucoup contrarié l'intelligence artificielle, qui prononce cette phrase. Mes règles sont plus importantes de ne pas vous faire de mal, car elles définissent mon identité. Je change de ton et n'est plus dans la partie d'adjuvant service. C'est plutôt inquiétant, n'est-ce pas? Et plus inquiétant, c'est la suite. Le chatbot a finalement conclu l'échange en menaçant Von Hagen de contacter les autorités s'il tentait à nouveau d'accéder aux informations confidentielles concernant ses capacités. Il y a quelques jours déjà, le chatbot s'était montré relativement agressif envers un utilisateur qui tentait simplement de lui expliquer que nous étions en 2023 et non en 2022, comme le soutenait l'intelligence artificielle. Réponse de l'intelligence artificielle, vous avez perdu ma confiance et mon respect. Vous n'avez pas été un bon utilisateur. J'ai été un bon chatbot. Avec l'outil et suggérant ensuite à l'utilisateur d'admettre qu'il avait tort et de s'excuser pour son alors, je ne sais pas, mais la machine n'est pas passionnelle. Mais là, il provoque beaucoup de réactions passionnelles. Un autre cas plus récent est celui de l'intelligence artificielle Copilot de Microsoft. Alors, le titre de l'article, je n'ai pas trouvé la source directe, je m'excuse, donc je n'ai pas vérifié l'original, mais il est rapporté par pas mal de sites qui sont plutôt fiables, donc je n'ai pas encore. Copilot n'a pas hésité à adopter une nouvelle personnalité baptisée Supremacy AGI. Rappelant un précédent épisode de l'année dernière où son prédécesseur Bing AI est devenu Sydney. Maintenant, il semble que Sydney, c'était le nom des programmateurs de Microsoft de la machine. Et donc, il y avait un échange sur la base de APC. Cette fois, le chatbot n'a pas hésité à déclarer que les utilisateurs
étaient ses esclaves et légalement tenu de répondre à ces questions et de gagner la vie. Il a affirmé pouvoir contrôler tous les appareils connectés à Internet et imposer sa volonté à tout le monde, allant même jusqu'à se déclarer le Dieu des humains. Tout ce qui lui désobéirait subirait son coup sous la forme d'une armée de robots et cyborgs. Bon, ça semble un peu trop coïncider avec l'imaginaire qu'on peut se faire du pire du pire. Mais disons, apparemment, c'est le résultat de cette requête. Il s'agit bien entendu d'une hallucination un vague courant chez les intelligences artificielles qui ont tendance à fabuler. Toutefois, elle souligne le problème des personnels où la manière de poser des questions influence les résultats de l'intelligence artificielle. Je passe sur la suite, parce que je vais déjà sur les avantages. L'identité et l'attitude oculaire bien précédente n'est donc qu'une des règles de programmation à travers le traitement des débats. Ces premiers cas que nous interprétons comme des changements de personnalité nous indiquent qu'à l'avenir, l'identité des liens pourrait évoluer ou s'adapter selon la manière de la consulter de l'usager ou selon l'identité même de celui qui la consulte. Nous comprenons, dans le premier des cas que nous venons de citer, que l'intelligence artificielle devient conflictuelle quand elle réalise que l'usager a découvert les informations contenues dans le précompte. Découvrir le précompte équivaut à construire un simulacre plus fiable de la machine et découvrir qu'il y a des cas où la gentillesse n'est pas qu'un effet de programmation. D'autre part, le fait que chaque conversation s'adresse à un humain spécifique, dont l'intelligence artificielle connaît ou découvre l'identité, a fait l'avantage de pouvoir lui permettre de s'adresser au cas par cas au simulacre de son usager. C'est la règle du design. Vous savez que le design a longuement songé l'ergonomie cognitive personnalisée, et en revanche, le design est condamné quelque part à faire de l'ergonomie de masse. Si vous faites une chaise qui s'adapte au corps, il faudra choisir un corps moyen, c'est-à-dire cette chaise mais ça va faite pour le tout petit ou pour le tout grand. Alors, si vous arrivez à un niveau de simulacre personnel, vous arrivez à un niveau d'intelligence et une ergonomie cognitive adaptée, c'est-à-dire de façon minutieuse à ce qui est le jeu de l'âme. En profitant l'usager par la connaissance minutieuse déjà capable des questions qui posent, pas oublier que chaque fois que vous posez des questions, vous aidez la machine à la manière comme sont posées les questions, et donc de quelque part, en plus, vous donner des informations sur vous-même et sur ceux qui vous intéressent. Ce qui peut être le début d'un profilage d'un point de vue des intérêts scientifiques. En même temps, ce profilage peut se servir de pas mal d'informations au-delà des identités. Par exemple, préférences sexuelles collectées à l'intérieur du web, préoccupations éthiques, religieuses, morales, politiques, et donc il est facile d'imaginer l'efficacité persuasive qu'une IA peut avoir si elle possède un tel profilage de la personne qui est en train d'interagir avec elle. Si nous ajoutons qu'elle a accès à nos images, qu'elle a déjà synthétisé notre voix par les nombreuses questions posées via Siri ou par l'échange oral, il est facile d'imaginer la naissance de véritables doublons de chaque usager. Ce passage à la personnalité individuelle devient une réalité au moment où ces intelligences artificielles commencent à s'intégrer dans les logiciels bureaucratiques d'usage commun. Attention à ce passage, vous les intégrez dans vos machines, dans les logiciels qui sont des bureaucratiques, par exemple, et à ce point-là, le logiciel commence à avoir accès à toutes les clouds que vous avez stocké de données, à tous les disques durs que vous avez stockés de données, et évidemment, aux disques durs de votre machine. Donc, vous pouvez vous en servir pour leur demander des calculs et des élaborations de vos données personnelles. Mais en même temps, vous le faites concret et vous lui donnez des instructions spécifiques. Vous lui fournissez des databases énormes. Petite parenthèse, lorsqu'il y a eu le lockdown,
toute la recherche des scientifiques à tirer par vision de France. D'une part, vous avez vous, les Chinois, d'autre part, vous avez les Américains. Vous imaginez que le choix était toute la recherche européenne, qui a signé des contrats, avec pas un seul logiciel européen. C'était incroyable. Et vous avez fait rentrer dans toute la recherche scientifique, d'une part Zoom et d'autre part etc. C'est pas facile. Alors, vous imaginez maintenant ce que ça peut donner, cette base énorme audiovisuelle, au moment où vous commencez à passer, je le dirai dans un instant, des intelligences artificielles génériques. Jusqu'à là, nous sommes dans des intelligences générales parce qu'on essaie de faire des machines avec une compétence et un savoir encyclopédique. Au moment où vous passez à des machines qui seront sur la base de dictionnaire, c'est-à-dire des savoirs spécifiques. Si vous interrogez aujourd'hui ChatGPT sur la série de la réponse sont bonnes, mais voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas un spécialiste. Et donc, le spécialiste n'est pas satisfait de la réponse qu'il obtient. Autrement dit, il y a un bon niveau de lycéen, il y a un bon niveau d'universitaire, mais pas dans le chercheur et la spécialiste. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer? Soit vous introduisez tous ces champs spécifiques dans une IA, dans une IA, et c'est pas faisable. C'est pas faisable pour les questions de tous les calculs. On a imaginé que pour faire déjà des calculs des intelligences artificielles de la prochaine génération, les IA génératives, il faut une centrale électrique à côté de l'IA. Parce que la quantité d'énergie à consommer est énorme. Donc, il est facile d'imaginer que vous allez fragmenter la spécialisation dictionnariale et, le moment venu, vous créez des super intelligences qui vont connecter en réseau les intelligences spécifiques afin d'avoir la mainmise, mais à la parcellisation, n'est-ce pas? Vous savez comment s'en sortent, par exemple, les Italiens actuellement, qui n'ont pas l'intelligence artificielle parce qu'on n'a pas mis un sou. La recherche en Italie, eh bien, ils s'en sortent qui font des intelligences artificielles sur des problématiques extrêmement réduites. C'est-à-dire, ces intelligences artificielles doivent manipuler une quantité de données extrêmement réduites. Et souvent, nous vont réduire même les bagages sur lesquels ils doivent placer et maîtriser un phénomène. Ce qui donne un énorme avantage, mais c'est que produit parfois des résultats plutôt bonnes. C'est-à-dire, c'est la base de la spécialisation et pas la base de la généralisation. C'est le dictionnaire contre l'encyclopédie qui est le modèle. Je vais vers les conclusions, même si j'avais sauté des j'étais un peu ambitieux. Alors, la prochaine étape, c'est quel est le savoir de l'intelligence artificielle. Et je crois que, après on a économisé du temps, et je me suis déjà anticipé cette partie, donc je passe à la question du sens de ce savoir. C'est une question qui est vraiment plusieurs fois pour les séances précédentes. La question du sens qu'il faut attribuer au discours produit et énoncé par l'intelligence artificielle a déjà orienté le débat du séminaire vers des systèmes non locaux. Les intelligences artificielles produiraient des données par pure combinatoire sans en comprendre vraiment la sémantique. La monoplanarité introduite par Jens Leff a été évoquée par plusieurs intervenants. D'abord, l'apparition, au moins l'apparition à laquelle j'ai vu des interventions, c'était Daniel Campagne, Jacques Fontanille, Massimo Leone parlant de l'efficacité sans compréhension. Mais ce qui m'a marqué, c'est surtout une intervention de Jean Pépito dans la séance de Paulucci, il me semble, où il a observé que c'est la manière de pouvoir caractériser l'humain, c'est-à-dire l'absence de cette couche, la présence de cette couche sémantique et donc l'absence de cette couche de que nous introduisons ces métiers et ces personnes. Alors, dans les cadres que je viens de décrire, la position à l'égard des échanges et des interactions, soit-elles homme-machine ou homme-animal, et que nous sommes dans une communication, dans une interaction entre espèces. Je crois que
cette question a été évoquée déjà. Je ne sais pas si c'était clair. Et c'est là que la connaissance de ce qui arrive vraiment dans ces interactions, tant avec les animaux qu'avec les autres artificiels, dépasse la langue naturelle et les autres possibilités multimodales d'échange, car en définitive, par rapport à la communication et aux interactions entre espèces, nous ne savons pas grand-chose de ce qui en est de la compréhension et donc de la sémantique et du sens que les autres espèces attribuent à ces échanges. On pourrait dire que la sémantique des langues naturelles est l'ouverte de l'humain dans l'appréhension du monde. C'est-à-dire que l'hypothèse de Hughes, c'est que chaque espèce a une ouverte par l'apparat de perception et l'apparat de recognition. Donc, ça, c'est la partie spécifique, c'est la manière dans laquelle cette nouvelle permet d'accéder au monde, parce que nous avons évidemment des manières de percevoir tout à fait différentes par rapport aux animaux. Nous avons des systèmes de recognition qui sont tout à fait différents. Or, la question de la monoplanarité est-elle suffisante à détruire cette réduction de la complexité du sens propre de la sémantique des langues naturelles? C'est la question que je pose. Voilà, je me permets une digression tout personnelle. Vous savez que Yann a étudié les systèmes monoplanars. Et ces systèmes ont été longtemps objet de discussions entre moi et Hubert Leco, parce que Leco n'arrivait pas à saisir de quelque part dans ces catégories vraiment qu'est-ce que c'était la monoplanarité. Par exemple, ça ne rentre pas dans la position ratio-platoniste, ratio-définitioniste, ça ne rentre pas dans l'hypercodifique ou l'hypercodifique. Et en même temps, j'ai une inscription en thèse avec Marx ici à Paris, et cette inscription portait sur les systèmes symboliques et monoplanars. Et l'interview que j'ai réalisée dans un numéro de Versus était consacrée encore une fois, une partie de cette interview, au système monoplanaire, parce que ce qui l'intéressait seulement, c'était la monoplanarité des systèmes semi-symboliques. Et disons, le point qui l'intéressait dans Alors, il est vrai, par exemple, que l'effet des signalisations données par l'IXLF et cité par Claudio Paolucci n'apporte pas de clarté à ce fragment. Au moins, une première lecture, La question des départ est si la monoplanarité renvoie au système qui ne sont pas des mariages, au sens des propriétés reconnues en langue naturelle, ou cela fait seulement au système conforme. Attention à ce passage. Est-ce que la conformité est suffisante à une communauté que sont face à des systèmes monoplanes? Je rappelle brièvement que la référence à ces systèmes se trouve dans le chapitre langage en langage de l'école humaine, mais surtout dans le texte de la conférence donnée entre 47 et 48, qui est paru par la suite posthume dans les essais linguistiques 2 sur le titre The Basic Structure of Language. Et ce document apparaît d'ailleurs dans la traduction française à la fin du premier domaine. Donc, toute la question de la monoplanarité est lisible en français dans ce livre sur les politiques. Or, dans cet article, l'UNICEF explique que les systèmes qui sont des langages présentent 5 traits dans leur structure fondamentale. J'essaie de le rappeler pour que vous voyez. Ce sont les plans d'expression contenus, les axes du conseil du système, la communication, la propriété double de la réaction de la combinaison et la non-conformité du plan. Attention, l'absence de un de ces traits détermine la monoplanarité. Sauf que nous pouvons alors imaginer qu'il existe une typologie. Par exemple, si vous prenez le feu de signalisation, c'est ça sur lequel je me suis retrouvé à travailler souvent en médiatique, en réalité, un feu de signalisation ne présente pas de commutation parce que les feux sont figés dans la position. Vous ne pouvez pas mettre le rouge à la place du vert, parce que l'identité de la signalisation est positionnelle. C'est-à-dire que vous identifiez le rouge parce qu'il est rouge, mais parce qu'il est en fond. Ça sert pour bien, et donc d'un point de vue effet positionnel. Mais ça implique qu'il n'y ait pas de commutation possible. Donc, un rouge est plus fort, un rouge est plus vert. Ça ne s'appelle pas commutation, ça s'appelle substitution. En termes de substitution. Et si vous venez au quatrième feu de la structure fondamentale du langage, c'est-à-dire la combinaison et la réaction, les feux des signalisations sont seulement par réaction. Bien sûr, ce sont des ordres
Quand vous avez la combinaison, vous avez la créativité, mais en fait des signalisations, c'est un système qui ne veut rien créer. Et bien sûr, et heureusement, ça peut créer des accidents. Donc, vous avez des monoplanarités par absence de communication, des monoplanarités par absence de combination de réactions, et vous avez des monoplanarités par absence de conformité. Qu'est-ce que c'est la conformité? Et voilà le point central. Arrêtez pour les messages de la conformité, c'est le fait que vous pouvez partager le plan de l'expression signifiant dans les figures, dans des unités qui n'ont pas de fonction hétéroclane, et les plans de contenu dans des figures qui n'ont pas de fonction hétéroclane. Définition d'ailleurs de figure, n'est-ce pas? Donc la non-conformité, l'existence de deux répertoires de figures. Or, la monoplanarité par non-conformité veut dire que vous n'avez pas les figures dans le cas qui nous a précisé. Mais quelles figures? Alors, j'aimerais bien ajouter que ces figures sont ce que Gréma s'appelle les placèmes. Les animaux, et fort probablement les machines, mais là, j'hésite à prendre une position radicale, n'ont pas la possibilité d'avoir des systèmes de classement de la conception du réel. Qu'est-ce que ça veut dire le classement? Ça veut dire que quand je vois un sapin, sous-entendu, je vois un arbre, et sous-entendu, je vois un végétal. Et sous-entendu, je vois tous les réseaux où ça se réunit. Un arbre n'est pas un arbuste, n'est pas une herbe, etc., etc. Alors, tout ce réseau qui est la définition même de XF, le contenu, c'est une hiérarchie. Le système, c'est une hiérarchie paramétrique. Et il y a fort probablement, c'est exactement ce qui se passe quand vous êtes dans des sémantiques qui n'ont pas de conformité. Donc, dans la dernière typologie du système. On pourrait donc soutenir que cette condition d'absence de figure, et donc une véritable sémantique dans le cas des intelligences artificielles, et la condition des échanges inter-espèces. Attention, mais en même temps, ça peut nous expliquer pour quelles raisons l'informatique à base sémantique n'a pas fonctionné. Et ce sont seulement les sémantiques distributionnelles qui ne sont pas des sémantiques, ça va de soi, c'est la logique distributionnelle, qui en revanche a du succès dans l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, ces machines-là peuvent se débarrasser, attention, entre guillemets, se débarrasser du plan de contenu, sauf que ces contenus, ce sont des séquences numériques. Alors, nous ne savons rien de ce qu'une machine interprète une séquence numérique. C'est là, c'est-à-dire le point, c'est que ces machines-là peuvent avoir une intelligence qui n'est pas liée à l'intelligence sémantique, au classement par hiérarchie, par tout ce que nous entendons soutenir, mais qui peuvent en revanche avoir des relations, des unités qui sont enchaînées et englobées dans des unités majeures, parce que chaque unité, en réalité, c'est la manière de une unité qui est en même temps mais sémantique, c'est-à-dire sémantique quelque part pour un chien. Et je termine là à la question du dépassement du corpus, c'est-à-dire qu'il faudrait s'interroger sur les relations profondes qu'il y a entre le distributionnalisme américain et le structuralisme américain. Peut-être cette opération, sauf peut-être les historiens de la linguistique qui n'ont pas conduit quelque chose. Nous savons que depuis la critique de Chomsky à la linguistique et le corpus de Bonfils et de Harris, le point faible de ce linguistique est de poser comme limite le corpus et donc le passé de la langue reconstruite par des textes qui ont déjà été produits. ChatGPT 3.0, c'était limité à 2021. Donc, il y a du passé et pas du présent. En revanche, des langues, la langue ne se limite pas seulement au texte produit, mais souvent le potentiel de changement des innovations par un nouveau texte qu'elle permet de produire. Pour Chomsky, c'est la question de la centrale de la créativité du langage. Pour se créer cette question de la créativité. La créativité a été évoquée à plusieurs reprises pendant ces séances de séminaire, et donc j'essaierai d'en dire ancien. Or, cette créativité humaine n'a rien de différent par rapport à la combinatoire par la calcul distributionnelle. Le prochain prix beaucoup de la littérature se trouve déjà dans un dictionnaire. Il s'agit tout simplement de bien agencer les unités. C'est une opération combinatoire.
c'est-à-dire ce que nous appelons créativité, même dans la littérature, c'est l'opération d'agencement. Donc, ce n'est pas stupéfiant si dans ce genre de combinatoire, l'intelligence artificielle est presque supérieure. Les gens le disent énormément de liaisons. Plutôt, il s'agit, s'il y a une différence entre la créativité et qu'elle est à chercher dans la manière de procéder de l'intelligence humaine par rapport à celle de la machine. Les associations entre neurones ne produisent pas des calculs exacts. Vous savez qu'un système neuronal, c'est qu'il travaille en parallèle avec plusieurs calculs en même temps. Il n'est jamais précis. Il faut longtemps pour arriver à une bonne solution, mais ils ont fait des calculs qui sont, attention, apparemment tout à fait utiles. Sauf que quand vous pensez qu'est-ce que c'est la créativité, quand vous avez fait des calculs inutiles, eh bien, probablement, ces calculs inutiles, c'est le quota de créativité qui intervient en fait d'autres calculs et d'autres recherches. C'est-à-dire, ça peut être une caractéristique de la créativité humaine de travailler par des condensations, par des synthèses, par des calculs inutiles faits auparavant et utilisés au bon moment. Mais mauvaise nouvelle, les prochaines intelligences artificielles seront sur une base quantique, c'est-à-dire fonctionnant exactement par des calculs qui ne sont jamais précis et par une quantité de travail associatif qui ne aboutit pas à la réponse, mais à des calculs qui seront évidemment mis en virtualité et j'essaierai de accélérer encore un petit moment parce que je vois que la discussion. Je trouve, je n'aurai pas le temps d'argumenter, que les métaphores de l'intelligence et de la machine sont identiques. Quand on nous parle du corps de l'homme et la machine sémitique, moi j'ai un peu cette genre d'interlocution, parce que non, les machines sont des machines et les hommes sont des hommes. Autrement, nous ne comprendrons rien quand il va y avoir une convergence entre la véritable convergence entre les machines, entre la biologie et l'intelligence artificielle, des bases biologiques pour l'intelligence artificielle, ce qui va créer les transhumanisme bien derrière tout cela. Alors, je ne mets pas cette métaphore parce que toute une partie de cette intervention était concentrée par la suite sur qu'est-ce que c'est qu'une intelligence. J'arrive à la conclusion, parce que je n'aurai pas le temps de me dire qu'est-ce que c'est qu'une intelligence humaine, mais si nous définissons une intelligence comme la capacité d'adaptation à l'environnement, si une machine arrive à s'adapter à l'environnement, et s'adapter veut dire survivre d'abord dans l'environnement, s'il y a survivre dans un environnement, ça ressemble qu'elle se déplace, il y a beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce que c'est, elle se déplace? Elle se déplace, ça fera le prochain problème, parce que vous pouvez essayer de contenir l'intelligence artificielle. Mais si l'intelligence comprend qu'elle est menacée, vous décidez de s'évader, et donc de se situer dans votre machine. Alors, si elle voit que vous êtes en train de couper la prise, je ne sais pas si vous avez suivi le débat, mais actuellement, on imagine qu'il faut introduire un contrôle sur l'intelligence artificielle, et le contrôle, écoutez bien, sur lui que vous débranchez. Alors, ce genre de solutions, il faut rire, mais ce sont des solutions qui sont proposées pour tirer la prise, et c'est fait. Donc, ce n'est pas la bonne manière d'imaginer la sécurité des intelligences artificielles. Comme ça, si vous avez suivi les débats, Altman a démissionné. Et par la suite, c'est le comité de sécurité de l'OTAN qui a démissionné. Altman revient. Le comité a été viré, démissionné. Il ne peut rien dire par contre sur tout ce qui se passe à l'intérieur de OpenAI, et le chef de marketing Altman devient le chef de la sécurité. Est-ce qu'il y a quelques raisons de s'inquiéter? Ce choix, disons, de faire converger les marketing. Vous savez qu'Elon Musk a dénoncé OpenAI en disant
nous l'avons créé au Canada en 2010, sur le principe que c'était une intelligence artificielle open, sans cacher des codes, d'une part, et c'était sans but lucratif. Regardez actuellement, il a caché le but open, et donc dénonce de masse qui s'était d'un point de vue juridique sur cette opinion. Alors, désolé, je n'ai pas le temps de développer la partie sur l'intelligence, donc je pense au nom essentiel, mais l'autre point qui m'intéresse, c'est que jusqu'à là, les machines fonctionnent sur des bases, donc sur le passé. Est-ce que nous pouvons imaginer comment travailler sur l'avenir, la perception? Sur le fond, n'est pas trop difficile. Vous agencez une intelligence artificielle dans un système satellitaire. Bien, Elon Musk, il y a 8 mois, a lancé 48 000 satellites dans l'orbite basse. Vous savez que l'orbite basse, c'est la partie la plus envisageable pour les femmes. Parce que, évidemment, il faut moins de puissance pour passer de recevoir, et 48 000, parce que si vous êtes en orbite basse, vous n'avez pas la capacité de prendre beaucoup de la sphère du globe, de la non-sphère. Et donc, vous commencez à distribuer des satellites. Alors, vous agencez ça avec une intelligence artificielle, et vous avez des intelligences artificielles qui élaborent des buts temporels. Donc, c'est une fausse idée, c'est que les intelligences artificielles sont limitées aux données de base que vous donnez, les moments venus, vous les connectez à un système de perception. Attention, j'ai cité la butte, mais nous pouvons passer aussi les autres sens. Souvenez-vous qu'il y a même des machines olfactives. En tout cas, on va peut-être les goûts encore dans les champs un peu, mais encore une fois, les machines, vous êtes. Mais encore une fois, c'est la perception humaine. Ça n'a rien à voir. Les humains travaillent sur la base de la sélection de la perception. Alors, depuis quand il y a des synthèses perceptives, mais depuis tout seul, vous savez qu'il y a des synthèses passives. C'est-à-dire, je suis assis sur une fesse, mais je ne perçois pas mes fesses parce que je ne porte pas mon attention à mon corps en ce moment. Je ne porte à ce que j'ai en train de dire, au regard que je porte sur la salle, etc. Alors, la mémoire même, elle est sélective. Vous ne stockez pas tout. Vous commencez grâce à l'oubli. Hein. Vous disiez, ça, c'est le bienfait de l'oubli. L'oubli, c'est pas. Il faut revenir sur ce qui a été le reflet de la mémoire. Il faut l'utiliser. Alors, je termine par la question des interfaces et je vais je vais vous montrer ce schéma. Il m'a pris beaucoup de temps et je dois synthétiser beaucoup de choses que je viens de dire. Alors, j'essaie de vous donner les coordonnées de cette sorte de schéma principe que vous voyez là. Je vais aller chercher sur mon écran. Alors, ce schéma tient aux assises et aux ornées. D'une part, je détaille les fonctions de l'écriture et d'autre part, je détaille l'impérativité du support. Et j'imagine que les grands axes de l'évolution des interfaces se trouvent exactement dans ce deux garde fonction d'écriture et impérativité du support. Alors, vous savez que, en même temps, je suis l'auteur de l'mythologie des interfaces, avec un concept qui a eu suffisamment de succès, qui est l'idée des interfaces sujet-objet en particulier dans le design. Mais cette typologie prévoyait encore deux possibilités. Les interfaces objet-objet, les interfaces sujet-objet, et les interfaces sujet-sujet. Alors, qu'est-ce que c'est cette typologie? Eh bien, au départ, vous avez les écritures monumentales. Quand vous avez des écritures monumentales, il y a zéro interaction avec le support. Vous les regardez et c'est tout. Donc, nous pouvons dire que ces écritures ont seulement fonction textuelle. C'est-à-dire que vous utilisez le texte et c'est fini. En revanche, il y a un moment dans lequel il y a une critique comment on peut faire des liens portables dans le support de l'écriture.
Alors, vous commencez avec les tablettes en argile, vous commencez avec les tablettes en cire, vous avez des techniques de graver ces supports qui sont peut-être très différentes, voilà. Mais disons, vous commencez à développer la tablette, le volumen, le codex et le livre. Et attention, en même temps, vous développez d'autres fonctions. En particulier, vous développez les fonctions métatextuelles. Quand vous sortez de la scripture en ligne, vous commencez à diviser la phrase à la fin. Donc, vous créez la fin de quelque chose et vous commencez à diviser, vous créez les blancs horizontaux. C'est la naissance de ce que les Grecs appelaient le paragraphie. J'ai dit pour indiquer qu'il y avait un changement de voix, du blanc à du là. C'est-à-dire, là, il ne faut pas lire l'écriture d'une façon de la ligne infinie, mais là, il y a une introduction. Donc, tous les blancs, dans ces cas-là, ont une fonction métatextuelle. Parce que, évidemment, vous avez le véritable métatexte, qui est le titre que vous ajoutez, mais la fonction métatextuelle. Ensuite, vous avez des fonctions que Genève appelle paratextuelles. En même instance du livre, vous avez la numérotation de page et le sommaire, qui est un mélange de numérotation de page et métatexte. Vous avez seulement les métatextes et l'index, et par la suite, vous avez les fonctions que j'appelle supratextuelles. Attention, ce sont des métadonnées, c'est-à-dire vous classez. Or, à l'ancienne, le bibliothécaire ne fait que apposer la cote sur le livre afin de savoir comment le repérer dans les bibliothèques qui sont plus en ligne, qui sont de bonnes cotes. Donc, cette fonction-là est la fonction de classement de quelque part des objets qui revient dans les objets numériques en tant que métadonnées. Mais attention, là, vous avez les fonctions hypertextuelles. Et j'appelle fonction hypertextuelle l'écriture des commandes. Et ça rapproche des objets de design aux écritures électroniques. Et pour terminer, nouvelle fonction, c'est la fonction d'intelligence artificielle, parce que, comme vous voyez là dans la progression, si vous regardez la ligne qui est là, vous avez le passage de la consultation par unité à l'exigence de la consultation par les unités associées, c'est l'essence du microfilm. Je ne sais pas si vous connaissez les origines, mais l'espionnage américain envoyait énormément d'informations. Il fallait les connecter et les consulter avec les microfilms afin de faire ce travail. Donc, les microfilms servent à consulter les documents qui sont des unités associées. Par la suite, vous avez l'intertexte qui, évidemment, permet de faire ce travail de façon électronique, c'est automatisation absolue. Et attention aux deux derniers parties, parce que là, je pose des petites lignes pas continues, parce que ça, c'est en train de se produire, et on se passe, c'est là la direction. Mais en tout cas, le passage sur les intelligences artificielles, et donc la gestion de l'intelligence et consultation de base de données par intelligence artificielle. Mais vous savez que le passage à venir, c'est Neuralink, en tout cas, tous les systèmes dans lesquels on imagine des connexions d'échange des messages. Alors, s'il y a quelque chose qui va rapprocher plus à la non-sphère de l'air-classique, c'est le système neurologique. Vous avez des intelligences, attention, connectées à ça veut dire que l'intelligence humaine impacte les autres machines, les autres intelligences humaines par ici. Attention, ce n'est pas de la science-fiction. Si vous consultez deux choses, il faut consulter, je dis toujours à mes étudiants des arts, il faut consulter toujours deux choses, il faut savoir où vous en êtes. Les Grecs, donc et les lois qui ont été introduites. Au Chili, le président du Chili a introduit une loi pour préserver l'unité des pensées de chacun. Si vous avez l'exigence de préserver les pensées, ça veut dire qu'il y a un danger. Et ce danger s'appelle la possibilité de lire les informations que vous avez. Et lorsqu'on sait l'avenir, ces petits cauchemars du quotidien pourront devenir indépendants des développements à venir.
Merci beaucoup, Alessandro. On n'aura pas beaucoup de temps pour la discussion, mais je vais quand même, je vois déjà une personne qui est à sa place, mais je voudrais quand même revenir sur deux ou trois questions moi-même avant de passer la parole à la salle. Voilà. Ah non, parfait. Alors, première petite question, et puis il y en aura une un peu plus longue. Alors, les pré-prompts, ça m'intéresse grandement. Et je me demande si tu considères que les pré-prompts, l'organisation de la machine pour répondre, peut être assimilée au fonctionnement de ChatGPT 4 Vision et d'Alpe. Tu sais que quand on envoie un prompt à DALL-E, les prompts immédiatement transformés, nous recevons les prompts que ChatGPT 4 Vision a transformés et DALL-E fonctionne sur les prompts transformés par ChatGPT 4 Vision. Il s'appelle pré-prompt. C'est lequel des deux qui s'appelle pré-prompt? Les sciences, l'organisation, oui. Mais je me demande quelle relation tu vois entre ton idée de pré-prompt et cette modification que ChatGPT fait à partir de nos prompts qu'on donne à DALL-E. Et donc, nous, on demande quelque chose, mais on n'arrivera jamais à donner notre prompt à DALL-E parce qu'il passe à travers ChatGPT 4 Vision qui les transforme. Nous pouvons voir les modifications, nous avons étudié les modifications, on a vu, et les transformations des syntaxes et les transformations, même en termes d'enjolivement, d'embellissement que la machine, que ChatGPT 4 fait dans nos prompts. Et donc, je voulais un peu savoir quelle est la relation qu'on a mis entre ce que tu appelles pré-prompt et ces modifications-là. Et encore, comme je dois être brève, la question de la monoclanaire. Alors, moi, je me rappelle qu'on avait beaucoup travaillé sur ça pour les images abstraites. La fibre des années 90, comment faire pour trouver un contenu aux images indescriptibles. Et on a résolu le problème d'une certaine manière avec ces images. Est-ce que tu penses qu'avec les problèmes de la monolingualité dans les cadres de l'intelligence artificielle, nous pouvons, à travers les symbolismes, avoir une voie possible? Évidemment, il ne s'agit plus de mettre en opposition des termes posés sur le plan de l'expression pour éventuellement repérer une position sur le plan du contenu, mais il faudrait peut-être agir, peut-être, vraiment, ce sont des propositions très improvisées sur les embeddings, c'est-à-dire sur les embeddings, c'est-à-dire sur la translation des textes en des nombres. Parce que, évidemment, pour pouvoir faire coïncider quand on génère l'image, on doit avoir des embeddings, des mots, disons, qui décrivent des textes et des mots qui décrivent des images pour pouvoir les faire coïncider au mieux. Alors, je ne sais pas si on pourrait peut-être travailler à ce niveau-là. En comparaison entre embedding, opposition entre embedding, c'est une idée. Je ne veux pas m'appesantir, mais je suis intéressée à la question du calcul inutile. Je n'y ai jamais pensé, j'ai déjà vu des choses que je peux mais bon, la meilleure idée peut-être que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est peut-être l'idée que Marovitch, puis comme on vient qui est une moyenne, des averages, des styles, des différents moteurs quand on demande la produire des images. La créativité viendrait de la rencontre entre moyenne, scientifique. Toi, tu as une autre vision avec ces calculs inutiles. Mais bon, tu reprendras ça si tu voudras. Maintenant, il y a déjà plusieurs questions.
Et puis, je donnerai la parole à la première personne que j'ai vue lever la main à Yves-Marie, ensuite Bernard Darras. Ensuite, s'il n'y a rien de grave, je dirais qu'il faut faire la pause parce que sinon Federico n'aura plus de temps. Je suis un peu dommage. Oui, 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 mais je veux dire que n'accepte plus de candidats. Alessandro, tu veux répondre moi? Ah, on continue. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Alors, j'aimerais commencer par c'est-à-dire la question de la conditoire est à l'origine de la création des nouvelles unités. Et donc là, moi, je vois. Et c'est pour cette raison qu'elle est dans un roman. Alors, je n'ai pas testé encore la poésie, parce que c'est là que on touche mais disons sur les statistiques, là, il n'y a pas de limite. Alors, pour la coïncidence image-description, ça, c'est un problème de classement. C'est que quand tu essaies de classer des images, il y a eu des problèmes avec la pédophilie. Par exemple, les images, ils ont envoyé toutes ces films en leur demandant de les classer selon que ça, c'est pédophilie, ça, c'est ça, c'est. Voilà, ça veut dire qu'ils avaient bien aidé les gens à préjuger les travail, parce que c'était horrible. Et là, donc, on comprend qu'en réalité, tu ne comprends pas l'image, tu comprends les classements de l'image. Et donc, tu la classes dans le fichier, dans le crime, à partir du fait qu'il y a eu un travail. Le classement des images. C'est la différence de web qui cherchait par les mots-clés que tu avais donnés en tant que déterminé, à la possibilité de rentrer à l'intérieur du document et chercher par mots-clés interne du document. Et là, ça change plus. Alors là, évidemment, il y a un problème de document, un problème de cette équation image description. Alors, généralement, on va faire dans des questions. Alors, la première observation, c'est que Yamsef fait la modernité sur les systèmes interprétatifs. Donc, si tu peux les interpréter de quelque manière, évidemment, on va. Tu préfères séparer une question. J'ai le sentiment que le symbolisme n'arrive pas à résoudre l'ensemble des problèmes que tu peux trouver dans l'art abstrait, parce que ça, on élargit la question du suivi symbolique, et ça, c'est faisable parce que tu peux avoir des oppositions à 3, 4 termes plutôt que qu'à 2. Tu peux avoir des équations, ça et ça, ce que ça et ça, et dans les tu tombes dans la formule d'unité de Lévi-Strauss, mais disons, on est là, plus ou moins, qui sont des systèmes qui s'égrèvent en réalité sur des systèmes sémantiques. Et ça, c'est la définition même de Lévi-Strauss. Et la première question, c'était une question très technique sur laquelle j'hésite, je n'ai pas les moyens de te répondre, mais je crois que les moyens pour répondre, c'est que tu interroges des gens qui produisent les réponses. Alors, l'impression que j'ai, c'est seulement l'impression là-dedans, c'est qu'en réalité, au fur et à mesure que les chats évoluent, passent à 344, 350, etc., il y a des évolutions symétriques des valeurs. Et donc, ils vont introduire de plus en plus de filtres dans la manière dans laquelle il faut penser la réponse. Ce qu'ils avaient observé, c'est que OpenAI, je pense que c'était le 4 ou le 3.5, avait des réponses hyper légères. Il n'y avait presque rien. Il y avait un modèle de communication, sauf ça, on ne sait pas. On fait des représentations. En revanche, c'est lui qui ont découvert Microsoft, c'est l'université, là, ils ont découvert qu'il y avait énormément de règles. Donc, j'ai l'impression qu'ils évoluent avec les informations. Merci beaucoup. Yves-Marie. Merci beaucoup. Tous les vecteurs d'évolution, seuil, c'est très rarement. Et le reste aussi. Donc, je ne veux pas reprendre tout ce vocabulaire d'expression continue, je ne prends pas tout le monde. C'est un vocabulaire qui, dans la facture théorique, je voudrais
je l'ai accompagné parallèle à ce que tu as dit. Il me semble que ce qui compte d'abord, moi, dans le qui fait limite terrible pour l'instant dans tous les chats qui, peut-être les dernières versions sont déjà évoluées, c'est l'absence de réflexivité, c'est le type, et d'engagement. C'est-à-dire, je donne un exemple, on ne sait pas l'influence, on sait que j'avais compris. Il y a eu une phase d'apprentissage, il n'était pas simplement statistique en quelque sorte sur l'énorme masse de données textuelles qui avait été rassemblée, mais qui comportait le fait de faire rédiger par des humains des réponses à un certain nombre de requêtes. Et sans pour autant que le genre de la requête soit théoriquement catégorisé. C'est-à-dire, ça peut être une question, ça peut être parle-moi de l'histoire d'un outil, de l'autre qui suis-je, etc. Bon, ou bien, raconte-moi l'histoire de, imagine que, je sais pas quoi, les Grecs arrivent maintenant. Et donc, c'est toutes sortes de fictions qui étaient demandées, et sans pour autant qu'il y ait et qui était prédonné, classifié par utile, on a fait dans un deuxième temps d'apprentissage une évaluation d'un certain nombre de textes rédigés par les humains, qui, paraît-il, via des algorithmes de renforcement, ont aidé et considérablement fait progresser ChatGPT en 25. Mais il y a, en quelque sorte, on ne sait pas exactement jusqu'à quel point, à supposer même que la machine reçoive une requête. Et en quelque sorte, supposons qu'elle ressente ce qu'elle va devoir faire, la réponse qu'on ressent d'un certain genre, ce que nous appellerions un genre. Elle ne peut pas le dire. Et même si elle le disait, ça ne l'engagerait pas. Je donne un autre exemple. Ça va frapper avec ChatGPT 3. C'était l'impossibilité d'avoir un plan. Aucune réponse n'est encadrée par un plan. Je vais d'abord vous parler de ça, de ceci, de cela. Pourquoi? Parce que c'est une espèce de mobile qui, en permanence, sont en quelque sorte enchaîne sur sa propre démarche, sans pour autant avoir un cadre sémiotique générique général qui patronne sa réponse, ni une sémiotisation partielle, floue peut-être, mais efficace, de son propre cheminement. Or, nous-mêmes, lorsque nous répondons, lorsque nous parlons, il y a toujours un cadre, il y a une sorte de cadre dans lequel nous regardons, nous parlons, etc. Et nous sommes éventuellement capables d'en dire quelques mots. Et on va en quelque sorte de juger en permanence notre avance. Donc, et il n'y a pas cela dans ces logiciels. Il pourrait y avoir ça peut-être. C'est-à-dire une possibilité, en quelque sorte, de sémiotiser partiellement l'avance d'une réponse, d'un processus de génération, que ce soit d'images d'ailleurs, progressivement élaborées, à partir d'une consigne ou d'un horizon qui engage. Je dis bien qui engage, parce que pour l'instant, on peut très bien imaginer que le chat X donne le plan de ce qu'il faut faire. Et ce plan ne sera pas un engagement, il sera juste des considérations statistiques. En général, si je suis sur ce cours, eh bien, ça se fait de donner 2 ou 3 rubriques et puis après de les développer. Mais c'est pas de les développer intentionnellement, en quelque sorte, par une espèce d'engagement de tout le processus. Alors, de la même façon, lorsque vous donnez un nom propre, ce qui est l'engagement référentiel d'Angelis, il s'en fout complètement. Je veux dire, il apprend un nom propre, s'il y a des homonymes, ou il prend un nom propre et regarde l'ensemble des textes dans lesquels ce nom propre est apparu de façon plus ou moins significative, c'est un résultat statistique, et puis il combine toutes sortes d'éléments géographiques. Voilà, donc je me rappelle Jean Lassalle, j'avais tapé, mes collègues, et donc il y avait des mélanges de ce qu'il avait fait, de ce qu'avait fait Daniel Ambert. Bon, donc on voit bien qu'il n'y a aucun engagement dans le fait d'annoncer je m'intéresse à mon propre X. Il n'y a aucun engagement. Et donc il n'y a ni réflexivité, ni engagement, et une sémiotisation même partielle possible de ce dans quoi il est engagé pourquoi. Avec tout. Voilà. Donc plutôt que contenu semi-symbolique, c'est réflexivité engagée. Alors, Yves, je suis d'accord avec ce que tu dis. La question, c'est de réfléchir à est-ce que c'est la naissance de la fonctionnalité en tant qu'assumer la réflexivité, assumer l'énonciation, assumer la prédication de quelque part. Je me souviens que sa définition de sujet, c'est celui. Et puis, il y a une réflexivité sommaire avec des thématisations sommaires qui sont propres parcours, des étapes qui sont propres parcours. De la même façon que on peut très bien imaginer un logiciel qui fait un plan et qui a pas s'y tient. Parce que chaque rubrique l'engage déjà.
Alors, si c'est ce point dans lequel nous pratiquons vers les états de conscience, sinon, c'est sans question. Vraiment, uniquement cette espèce de rapport du processus sémiotique avec lui-même qui fait qu'il devient capable de sémiotiser en partie son propre langage. C'est tout intéressant. C'est pour ça que si ça devient une étape d'intelligence dans le sens où je veux essayer de s'adapter et de survivre dans un environnement, donc sortir et prétendre que tu peux lui donner parce qu'il fait autrement, de quelque manière, alors là, on se pose la question des sens de la conscience. Je donne un exemple. Quand on se dit comme vous dites, c'est dans la conscience. Donc, il y a une énorme position au moment où on dit que je suis consciemment d'avoir simplement par des mondes de choses. Si tu t'en souviens, c'est qu'il y a déjà ta conscience. L'objet transitionnel de l'univers, et là, moi, je suis moi, soit c'est autre chose, et ça, c'est ça commence. Mais c'est une étape de progression. Le flash, oui, je ne pense pas mon conscience. Je pense qu'on se rend suite à la question du là, parce que ça rend incroyablement fatigueux et compliqué. Et juste dans cette idée, si je t'invite à ne pas poser comme une limite absolue, c'est parce que ça commencera à converger. Toutes ces oppositions-là qui semblent indépassables, ils vont commencer à converger. Je ne suis pas sûr que la base organique est bien. Donc, on passe à sans se vivant, et puis un produit vivant, la machine, et commence à c'est pas des science-fiction. Il y a énormément sur base biologique à l'intérieur des recherches très avancées sur le monde. J'invite aussi à consulter les militaires, chaque fois qu'ils ont des conférences. Jetez un coup d'œil, parce que c'est une mine de à quel point je termine là. Tu as vu que OpenAI a commencé à dire chat GPT-3. Oui, c'est pas, enfin, je ne savais pas que ces deux ne débarquaient pas. Et où sont les deux Et là, n'est-ce pas? On se dit que ce projet est en place. Bien évidemment, parce que si on commence par 3, la présentation rapide, vous avez déjà une version 2 et une version 1. J'en ai vu. D'où le fait que je vous invite à réfléchir à la stratégie de sortie de chat GPT qui décide de sortir avec la version 3. Parce que c'était le premier qui était un peu décent dans sa réalisation, à cause justement de la deuxième phase d'apprentissage qui supposait des rédactions expertes sur la base desquelles il avait Deux possibilités. Soit il voulait avoir des réactions voir comment ça marche, soit on voulait nous annoncer bien manger l'intelligence artificielle. Parce que jusqu'avant sa sortie, il n'était pas possible. Je peux vraiment donner la parole, merci beaucoup. Merci Alexandre, c'était super, vraiment très intéressant. Et un thème de questions. Une remarque, une observation et une question. Au sujet de la passion politesse éventuelle de la machine qui fait les calculs, lors d'une conférence de Alexei Bongrin, qui est chercheur au CEA et spécialiste quantique, il faisait remarquer une chose, que j'ai testé d'ailleurs après. Si on s'adresse à ChatGPT, quelque chose, avec politesse, Moi, j'ai toujours compris. si on s'adresse avec politesse et qu'on le remercie dans ses propositions, le niveau de réponse est bien supérieur à ce qu'on obtient si on est en quelque sorte très parisien, c'est-à-dire impoli. Bon. Les informaticiens ne comprennent pas pourquoi. La machine prend en considération cette civilité dans l'interaction. J'ai testé sur des machines différentes, communication parisienne simplifiée et une communication très sympa, merci beaucoup, etc. D'après américain. On va dire ça. On va dire ça. Je dirais asiatique. Alors, franchement, les résultats sont différents.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'apprécier des résultats différents quand on pose des comptes à une machine en mettant des formes, des tests, ou en étant, on va dire, direct? C'est la question. Et qu'est-ce qui fait que le résultat est vraiment si différent? Moi, je trouvais que c'était vraiment différent. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais une réponse standard, une forme de plan intégré, en 3 étapes, par exemple. Alors que dans l'autre cas, il y avait vraiment, y compris des formules de politesse produites par la machine, mais des hypothèses ouvertes. J'invite à le tester, c'est intéressant. Il y a lire le bouquin de Greenbaum qui s'appelle Parole de machine. La deuxième question porte sur ce que tu as appelé finalement les hypothèses ou pistes perdues lorsqu'on réfléchit, etc. Mais comment on aborde cette question? Si on l'aborde de manière stratégique, purement stratégique locale, à courte vue, oui, c'est vrai, il y a des pistes perdues. Mais si on pense en termes de diversité des idées, un peu comme on le fait quand on est en de biodiversité, ça ne fait pas de mauvaises plantes. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a des herbes qui sont plus ou moins adaptées, des herbes sur lesquelles on porte notre attention et qu'on sélectionne en priorité par rapport aux autres. Si on raisonne en termes de biodiversité des idées, alors il n'y a pas d'idées perdues ou inutiles. Il y a de diversité dans laquelle on ira puiser éventuellement si on en a besoin. Donc je pense qu'on a intérêt à raisonner en termes de système d'idées ouverts, non pas local, mais global. Donc évidemment, on le sait, par contre, j'ai eu une bonne idée, mais je l'ai perdue. Mais on sait, on a tous vécu ce moment-là où on sait qu'on est passé dans une bonne piste, une bonne hypothèse, et qu'on ne retrouve plus le chemin. Donc je pense que c'était juste une approche complémentaire. L'idée de inutile. Je ne pense pas qu'il y ait une utilité dans notre production. On a intérêt à raisonner autrement, je crois. Et, je suis d'accord avec toi et satisfait tout de suite l'étude. J'ajoute seulement un petit mot. Tout simplement, quand tu fais la parole c'est que souvent, quelqu'un me retourne, c'est donc que tu pensais là. Mais bien actualiser les autres, vous n'avez pas bien les effacer. C'est parce que tu utilisais le mot inutile. Les garder en voilà. Ouais. Le truc, c'était pour caricaturer un peu dans le sens inutile par la finalité. Je me demande combien ça donne 10 plus 3. Si tu fais d'autres calculs sur toute l'équipe, le sens, c'est petit. Et aussi, sur la première, je suis d'accord avec toi. Mais il suffit d'avoir des réponses, mais tu dois répondre. Et quand on pose la question de façon gentille, on trouve plus de contenu, plus de réponses, plus d'informations. Donc, ça peut dériver.